les attentats notamment. Et c'est la raison pour laquelle M. Hamid Salmi va intervenir sur ce processus. Enfin, il expliquera avec moi, donc il est hypnopsychiatre. Il va nous parler de la déradicalisation avec son approche clinique et l'approche la plus précise de son intervention, c'est de la radicalisation à la médiation des mots. Vous avez laissé le soleil, la lumière, vous êtes entré dans ce sous-sol là. Voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est bébé. C'est bébé. Voilà. Un sous-sol juste par la présence des personnes. Voilà, donc vous avez fait entrer le soleil quand même. Alors je remercie mes amis Ahmed qui est à côté de moi. Mohamed, je ne sais pas, il est là aussi. Voilà, il est là-haut, voilà. Loin, prendre la distance comme ça, on ne sait jamais. Et donc ils m'ont appelé et Mohamed m'a dit 20 minutes je crois. C'est lui qui m'a dit 20 minutes d'intervention. Je dis 20 minutes d'intervention, c'est Azul Bawen, etc. Comment vous allez, tout ça. C'est extraordinaire, 20 minutes d'intervention. Alors je dis ça parce que c'est la théorie dans laquelle je travaille et la technique est très complexe. Le risque c'est si on ne la comprend pas, on ne comprend pas la suite sur le thème que je vais traiter. Donc ça sera juste, si tu le permets, vite qu'on doit rendre la salle à 18h. Ben oui, donc si tu as 40 minutes, c'est déjà... Je vais juste parler du dispositif, la radicalisation, peut-être dehors on va se... Voilà, on va régler nos comptes après à l'extérieur, hein, c'est ça. Donc le risque c'est qu'on rejette, quand on la voit de l'extérieur, cette théorie, on va dire, ou quelques propos que je puisse prononcer, de la mettre justement soit dans le relativisme culturel, comme disait Betty, soit dans l'essentialisme, soit dans l'archaïsme, tout ça est dépassé, qu'est-ce que vous me ramenez? Oui. Alors, donc je remercie mes amis de m'avoir invité, la CD de nous avoir accueillis, et j'ai entendu je regrette de ne pas avoir entendu tout ce qu'elle vient de dire Betty. Mais c'est filmé, on aura l'occasion de la... Voilà, et je souhaite un prompt rétablissement à Sabrina, c'est ça? Sabrina. Le A est parti. Donc j'ai entendu Mali, en Darija Mali, ça veut dire qu'est-ce que j'ai, et puis ça veut dire aussi mon argent Mali. Alors entre qu'est-ce que j'ai et Mali, il doit y avoir un lien, je ne sais pas lequel. Alors pour que vous me posiez parler, donc j'ai des amis ici devant moi qui sont venus, que je salue particulièrement. Mais il y a d'autres personnes qui ne me connaissent pas et pour qu'on ne pose pas la question à la fin, c'est-à-dire qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Vaut mieux que je me présente, ce que je fais toujours. Donc je suis né en Kabylie, en Haute-Kabylie, pendant la guerre. Donc j'ai vécu la guerre comme une partie de mes amis qui sont là, qui sont de la même classe d'âge que moi. Ce travail n'a pas été fait. Un enfant dans la guerre en Algérie, les enfants kabyles dans la guerre, c'est quelque chose qui doit être un jour... travailler. Donc j'ai vécu cette guerre-là, mais j'ai vécu aussi dans un monde extrêmement traditionnel, dans l'ancien monde qui commence à s'effriter à partir. Donc j'étais fabriqué dans le moule kabyle, dans ce modèle-là, dans cette éthos de la Kabylie de l'époque, effracté par la guerre, par la présence des militaires, donc la frayeur, les bombes, la poésie, la solidarité. Tout ça est en moi, c'est une véritable préhistoire. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'essaie de fabriquer un peu de paix là où je suis, autour de moi. Ensuite, il y a eu un déracinement précoce où je suis parti rejoindre mon père en Oranie. Donc là, c'est une autre strate. Et c'est ce qui m'a permis, ce déracinement précoce, que j'ai essayé de transformer cette blessure en ouverture. Et c'est ce déracinement qui m'a permis de comprendre les enfants dits de seconde et troisième génération. Sinon, les parents disent, mais qu'est-ce qu'il a, Rachid, Mamadou? Il a sa chambre à lui, il a ses baskets Nike, il a l'école à côté, alors que moi, je partais avec quelques morceaux de galette,
loin, travailler dans les champs, aller loin, à l'école et revenir, et même comme ça, j'aidais mes parents, etc. Et donc il dit ça dans les consultations, et Mamadou, Rachid reste sidéré en disant « Ah oui, on n'est rien, nous, ils se sont culpabilisés », jusqu'à ce que j'intervienne et je dis « Ben oui, il a tout ça, ici, oui, mais qu'est-ce qu'il a perdu là-bas? Toutes ces fêtes dont vous m'avez parlé tout à l'heure, il les a perdues. Ces mausolées, ce cimetière, les ancêtres, toute la lignée maternelle, toute la lignée paternelle, les voisins, les cousins, toute cette solidarité, tous ces rites agraires, un monde avec une densité ontologique extraordinaire et qui s'est évaporé du jour au lendemain dans les grandes villes de solitude, comme disait la chanson, et de l'anonymat. Alors là, le père ou la mère reste sidéré, parce qu'en fait, les yeux du poisson voient dans l'eau, mais ne voient pas l'eau. L'eau, c'est précisément la culture, le monde dans lequel on a été façonné. Et les yeux, si l'on peut dire métaphoriquement, c'est la psyché. Donc il n'y a pas de psyché hors culture. Culture, c'est elle qui nous fabrique. Une langue fabrique un groupe, un système de parenté fabrique un groupe, un système initiatique fabrique un groupe, un système culinaire, ça vous rappelle quelque chose pour l'immigrant. Quand tout disparaît, reste le système culinaire, fabrique un groupe, et à l'intérieur de ce groupe, chacun contribue à fabriquer d'une façon ou d'une autre ce système, ou à le modifier, comme dans des mouvements politiques, idéologiques, culturels, à modifier, à faire des emprunts, à transformer. Mais on est bel et bien fabriqué dans un monde. Donc, donc j'ai vécu dans un petit village, et ensuite il y a eu l'indépendance, avec les pieds noirs qui sont partis en portant une partie de notre mémoire, et en laissant une partie de leur mémoire à eux. C'était aussi une métamorphose, une transformation, un choc, un traumatisme aussi, à certains égards. Je l'ai vécu, et puis, comme tous les berbères qui sont là, l'arabisation violente, idéologique, pauvre, médiocre, que nous avons tous vécu. Donc j'ai vécu, et donc là aussi j'ai réagi tout petit. Et j'avais déjà lu des livres d'histoire, en fait, étant encore petit, où j'ai lu l'histoire, en fait, de l'Algérie, déroulée en français, page par page, l'histoire de France avec l'histoire d'Algérie, et j'ai su ce qui s'est passé assez tôt quand même, parce qu'après l'histoire a été arabisée, et donc du coup on ne sait plus qui sont, l'histoire ancienne est effacée. Ensuite, quand on parle des Almohades, des Almoravides, les gens pensent que c'est des Arabes, les Ibadites, Khalégites, etc. C'est une vraie bouillie de chat dans la tête des Nord-Africains, aussi bien ici que là-bas. Donc moi j'ai rétabli cette perdue dans le temps, et j'ai essayé de me rétablir via l'histoire, et ensuite l'anthropologie. Comment est arrivée l'anthropologie? Justement, à l'époque, là, l'ethnologie était condamnée par le régime, on va dire, algérien de l'époque, avec les berbères, bien sûr, avec la culture berbère, mais aussi le maraboutisme, les façons d'être, les rituels initiatiques, avec le mouvement réformiste, les Slahia, fameux Ben Badis, qui a ses prolongements ou ses antécédents là-bas en Orient, depuis Mohamed Abdou, Jamal Din Aframi. Et c'était une façon aussi en fait, de transformer notre monde. Il y a eu quelques petites éclairs intéressantes où on a essayé de moderniser, comme on dit, l'islam. Mais en fait, on a en même temps disqualifié la culture ancestrale, la culture berbère. Donc du coup, je me cherchais à cette époque-là. Je me disais dans quelle discipline je pourrais rétablir l'ordre du monde qui m'habite. Justement, j'avais lu ce dont Freud, ensuite, monsieur avait parlé d'un monsieur Wilhelm Reich, etc. Et Jung aussi. En fait, j'ai vu qu'ils ne s'entendaient même pas entre eux, alors que j'étais radicaliste, en fait. Je cherchais une matrice de signification et de prescription du monde unifié total. Déraciné que j'étais, même avec des parents qui, eux, sont restés dans la culture traditionnelle,
Mais qui pouvait pour moi médiatiser le monde de l'école, en français d'abord, ensuite en arabe classique, et donc le monde français, le monde arabophone et le monde berbère d'où je venais. Eh ben, j'avais pas de médiateur, je cherchais. Donc on a lu des fois nos écrivains, Pharaon, Mamri, etc. C'était des médiateurs, hein, Jean Amouche, Samouche, mais des médiateurs un peu impersonnels, loin. Je cherchais un médiateur proche, mais il n'y avait pas ces médiateurs. Donc je devais me transformer moi-même en médiateur, à mes risques et périls. Donc parti de rien, j'arrive à rien, mais tout seul. Disons, j'ai commencé à lire donc, les livres d'anthropologie qui étaient interdits. Au final, je voulais faire justement médiateur, diplomate. On m'a dit l'ENA, tout ça. Je voyais l'ENA comme une école de la diplomatie. Après, on m'a dit non, tu vas avaler des livres de droit. Et voilà, j'ai dit, mais je suis plein de monde à l'intérieur de moi. J'ai besoin d'un espace pour étudier les mondes qui m'habitent. Je n'ai pas besoin encore d'avaler. J'en pouvais plus. Je commençais à avoir des symptômes. J'étais un très bon élève. J'avais des crampes. Ça veut dire que je ne pouvais plus avancer. Là, il fallait réfléchir. Oui, il fallait se faire soigner. Mais il n'y avait personne autour de moi pour me soigner. Alors, donc je dis, ok, il y a paraît-il la psychanalyse, tout ça. J'ai pensé que c'était l'âme universelle, que ces chercheurs étudiaient l'âme universelle. Donc j'ai commencé à les étudier. C'était des théories, en plus traduites en arabe, dans un arabe approximatif. L'inconscient s'appelle la shol, ça veut dire non-sensibilité. Donc tout était complètement... Enfin moi, à mon époque, il y avait encore la psy en français. Heureusement, mais néanmoins, même comme ça, je voyais aucun lien avec mon monde. Je voyais des gens se faire soigner par des marabouts, des guérisseurs, agora, comme on dit au Maroc, des guérisseurs de toutes sortes, les confréries, la transe, les djinns, les esprits. J'ai dit, mais on ne nous enseigne pas tout ça. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais soigner les gens? En leur posant des questions comme les psychologues. Ta maman, ton papa, ils vont être pas contents. Je te dis que j'ai mal ici, mon estomac là, ça irradie là, et ça me prend là, et tu me parles de mon père et de ma mère. Et le psychologue se sauve parce qu'ils sont tellement en colère. Donc c'est à ce moment-là, donc j'ai dit, bon, je vais étudier tout seul l'anthropologie berbère, l'anthropologie des mondes. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré un monsieur qui était ethnologue, qui avait étudié chez qui avait étudié les Indiens du Canada. Et il se posait des questions sur notre... C'était un coopérant, j'enseignais la psychologie sociale, il se posait des questions sur notre culture. Et mes camarades lui ont dit, voilà, il y a un spécimen ici qui s'intéresse à nous, c'est Hamid Salmi, on est devenus des amis. Et j'ai dit, j'ai envie de faire un travail sur les techniques de guérison, ici et maintenant, et voir, de les étudier de manière, comme on dit, scientifique, une certaine scientificité. Et il m'a dit, lui, qu'il était l'étudiant de Georges Devreux, donc le fondateur de l'ethnopsychiatrie. Donc c'est comme ça que j'ai passé mon mémoire. Qui a reçu un accueil très mitigé par les psychologues classiques, les réformistes, ceux qui rejettent l'ethnologie, l'anthropologie. Ils m'ont donné quand même la moyenne, j'étais pas content, j'ai envoyé ce mémoire à Georges Devreux, il dit, mais oui, c'est exactement ça, c'est la discipline. Donc c'est comme ça que j'ai débarqué en France, à Antony, chez Georges Devreux, qui m'a fait passer un test, pour voir, on ne sait jamais si j'étais psychotique, mais comme j'étais assez intelligent, j'ai pu passer clandestinement, aussi psychotique que j'étais. Et donc depuis, je suis dans le monde de l'ethnopsychiatrie pratique. Parce qu'après, le problème, c'était d'appliquer. Ok, on a encore une fois les théories. Je ne vais pas m'étendre encore sur la théorie, sinon ça va faire toute une... ça sera une veillée. Et là, j'avais les travailleurs migrants qui se plaignaient justement de l'estomac, de la tête, après un accident de travail, un accident somatique, un accident de la route, ils ne se rétablissaient plus. Et ils demandaient à ce qu'on cherche, qu'on fasse des investigations cliniques de toutes sortes. Et un jour, j'ai entendu « c'est dans le sang ». Je me dis « c'est dans le sang », ça me dit quelque chose, les Kabyles. « Sifidamman ». Ça veut dire qu'ils parlent
du système de parenté, il parle de la transmission, il parle des ancêtres. Un autre jour, quelqu'un me dit, mais j'étais voir les Gnawa du Maroc. Et un des Gnawi m'a dit, notre savoir est dans l'os. Après, j'ai entendu un patient me dire, il faut chercher dans l'os. C'est-à-dire, encore une fois, il faut chercher dans la vérité de notre monde. Mais comment faire? Alors, dans ma tête, c'était, il faut un groupe, il faut la langue, il faut... Et j'avais tout ça. Comme en plus, j'ai vécu dans le magasin de mon père, si l'on peut dire, qui était une interface entre le monde du dedans, du dehors. On partageait les sagesses, les sentences, les savoirs traditionnels. J'avais accumulé tout un savoir en berbère et en darija. Et j'ai aussi fréquenté Mohamed Al-Koun, la Sia Farbi, qui est parti. Donc j'avais étudié très très tôt aussi son œuvre. Donc j'avais tout en fait au niveau savoir. Maintenant, comment le déployer dans le travail? Donc, je dis, il faut un groupe, il faut un cercle, il faut plusieurs psychothérapeutes, il faut un interprète, il faut etc. Mais qui n'interprète pas que les mots, qui interprète les systèmes de pensée. Et il faut que le diagnostic et l'étiologie, c'est-à-dire la causalité auquel on réfère un mal, une malheur, une malchance, soit symétrique. Et si quelqu'un dit schizophrène et l'autre dit possession, il faut que ce soit symétrique. Il ne faut pas que l'un disqualifie l'autre, sinon c'est perdu, c'est foutu. Et donc il fallait créer quelque chose comme ça. Et au même moment, parce qu'il y a des synchronicités, mon ancien ami et camarade de classe avec Devreux, qui s'appelle Toubi Nathan, avait les mêmes pensées. C'est comme ça que nous avons créé la consultation d'Avicenne, là où la vie est saine. Je ne sais pas s'il est toujours, mais... et c'était ça exactement. C'est un peu tiré par les cheveux, c'est ça? C'était autour de le cercle, la langue. Je me suis installé et je reçois les premiers ouvriers, beaucoup d'Algériens, beaucoup de Kabyles. Et là, j'étais chez moi. J'étais dans une synagogue, dans une mosquée, dans une assemblée de village, dans la montagne, dans le magasin de mon père, donc tous les endroits, au cimetière, partout, donc tous les endroits, l'endroit où on sépare le grain de l'ivraie, tous les lieux du socialisme, tous les lieux du social, de l'essence du social. Je me suis assis et en fait je me suis remembré, je suis devenu moi-même, toutes les parties de moi étaient là. Et depuis, je ne me suis jamais levé. Pas comme notre président, quand même. Mais j'ai... Ah ouais, peut-être qu'il est ex, ouais, c'est pas ex. Donc je me suis assis là, comment dire, Bderija, le Gaïda. Le Gaïda, ça veut dire s'asseoir, être vertical, être enraciné. Je ne sais pas comment on dit en kabyle. Férimé, c'est un vrai férimé. Férimé, c'est ça. On se pose. Et les Africains disent s'asseoir. Ils disent tout simplement s'asseoir. Qui dit s'asseoir, ça veut dire c'est vraiment s'asseoir. Pas sur une chaise, comme ça, tirée vers le haut, non. En connexion avec les forces de la terre, telluriques de la terre, avec les forces chtoniennes, comme dans le Duende des Andalous, vous savez, le Duende. Chez eux, un chanteur, un artiste, il n'a pas le Duende, il peut être habile, il peut avoir une dextérité extraordinaire. Les Espagnols, Andalous, ils l'écoutent et puis ils se détournent, comme vous, est-ce que vous détournez tout à l'heure? Il n'a pas le Duende, donc il n'a rien. Il a que du savoir. Alors voilà, il faut s'asseoir. Alors le problème, maintenant, je reçois tout le monde. Et je ne suis pas dans une position idéologique, je suis dans une position de médiateur, et puis je peux avoir toutes les idées, toutes les vérités, toutes les idéologies personnelles. Mais quand une famille entre, qu'elle soit d'origine arménienne, juive, maghrébine, de Tunisie, du Maroc, de Kabylie d'ailleurs, comment entrer en contact pour connaître leur monde de manière la plus précise qu'il soit, même le village, peut-être la région, parce que je fais toujours préciser le village, d'où la lignée. Moi, je suis d'origine, je suis d'une caste, en fait, de forgerons, à l'origine. Alors, pour fonder un village, en Afrique, il faut un forgeron et un marabout, aujourd'hui. Avant, je ne sais pas comment c'était.
Et donc, voilà, j'essaie d'établir un contact avec tact, donc c'est de ce dispositif dont je voulais vous parler. Donc, mon travail, c'est comment dire, déployé dans 3 directions. La supervision des équipes, en fait, il m'expose les situations, les AIMO, tout ce que vous connaissez là comme institution, les CMP, les hôpitaux, plein de sigles, AZE, ARE, etc., je sais pas quoi, ARE, les PMI aussi. Ben, ils m'exposent les situations. Pendant 2 heures, ils aiment parler parce qu'ils exposent des faits. La France, c'est un État, ils écrivent, hein. Transformer après, ils s'en foutent, mais écrire. Ils écrivent. Donc, les dossiers s'arrangent comme ça. Chez les juges, je suis expert aussi auprès des tribunaux, plus le dossier s'élève en hauteur, et moins la personne existe. Elle devient un démon, un djinn invisible. Donc, comment réduire ce dossier et faire apparaître comme un magicien la personne. Donc, en fait, ils reçoivent des personnes qui ne sont pas là. Le jeune, une éducatrice m'a dit un jour, je trouve que c'est paradigmatique, elle me dit, un jeune m'a dit, tu sais, je ne suis qu'un hologramme. Et il a tout dit. C'est-à-dire, tu reçois la partie fantomatique de moi. Mais moi, je suis composé de plusieurs parties. Tu reçois la partie anglo-saxonne française, voilà. Mais les autres parties sont perdues. Donc, les supervisions des équipes depuis maintenant une 30aine d'années, les groupes de parole. Donc, c'est là que j'ai vu les problèmes de radicalisation. On m'avait appelé, aujourd'hui on appelle radicalisation, mais j'ai animé un groupe de parole il y a une 15aine d'années, plusieurs groupes de parole dans des lycées, dans des collèges, dans des centres sociaux, avec des femmes dont un représentant est là, un responsable, Christophe. Et c'est des femmes soniquées. Moi je suis blanc d'Afrique du Nord. Elles m'ont accepté comme intervenant. Christophe m'a présenté, il a dit, bon, vous allez voir avec ce blanc, c'est pas comment il pense. Un comité là à Stalingrad, assis par terre, les tapis, les femmes soniquées. Et j'ai raconté, je dis, écoutez, pour voir si on peut s'entendre, je vais vous raconter ce que c'est, comment une femme soniquée part de là-bas, qu'est-ce qu'elle traverse comme épreuve, l'accouchement, le monde des blouses blanches, le placenta volé par les médecins, la solitude, etc. Ils ont commencé à avoir les larmes, ils ont dit, ok, on est resté combien, Christophe, combien de temps? 2 heures. Et dans le temps, 3 ans, c'est ça? 3 ans. Donc chaque année, il me rappelait parce qu'il pouvait dire c'est bon. Le groupe, donc là, on se faisait quoi en fait? On faisait de la prévention contre la radicalisation parce qu'elles avaient une partie elles pensent, comment dire, elles-mêmes, elles ne comprennent pas leurs enfants. Les enfants sont clivés entre le monde du dehors et du dedans. Elles ont la partie du dedans et pas la partie du dehors. Ni la mère ni le père. Le père étant disqualifié dans le monde extérieur. Donc, il n'est pas un représentant, une vraie image du père pour les enfants. Donc, du coup, les enfants eux-mêmes se clivent quand ils sont petits, dedans, dehors. Ils reçoivent une transmission effilochée à travers le prisme de la psychologie des parents. C'est pas la culture d'origine, mais les parents transmettent ce qu'ils peuvent, de manière consciente et surtout inconsciente. Et le problème, c'est que ce clivage-là, il réussit tant qu'on n'est pas encore adolescent. C'est pour ça que les enfants, enfin les mères, les parents, etc., s'étonnent toujours, mais il était gentil, il était studieux, il était, qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui nous tombe sur la tête? Parce qu'en fait, à l'adolescence, le clivage doit céder pour devenir un. Comment s'unifier entre le dedans et le dehors, et unifier toutes les parties de soi-même. Avec la maturité affective, sexuelle, si je dis à quelqu'un je t'aime, je l'aime quand je suis à la maison, et quand je sors, je l'aime plus, et comment ça se passe? Vous voyez, on est morcelé en intérieur, et du coup, ils morcellent eux-mêmes les endroits qu'ils fréquentent. La mosquée ne doit pas rencontrer la rue, qui ne doit pas rencontrer les parents, qui ne doit pas rencontrer l'école, qui ne doit pas... Ils se morcellent comme ça. Mais à l'adolescence se déclenche un processus d'unification, et c'est là le mécanisme de tous les dangers, c'est là où il y a les conduites à risque. Parce qu'en fait, ils vont produire des accidents, ils vont produire toutes sortes de traumatismes pour se métamorphoser, en vue d'une métamorphose.
Et la police est contente quand il les arrête. Ben, on l'a arrêté, tout le monde est content, il a été jugé. Mais en fait, Mohamed, il est tout heureux quand il est arrêté. Enfin, il y a les murs de la prison qui vont le contenir. Ils vont le contenir pendant 6 mois, il sort, et à nouveau, 6 mois après, il commet un larcin, il revient avec un grand sourire. Ouf, je peux m'unifier dans ma cellule, hein, avec le courant alternatif, ils vont se muscler le crâne, tout ça, le cerveau, et à nouveau quand ils sortent. Donc je me disais depuis longtemps, s'il faut un travail, la butée c'est la justice et la police. Donc s'il faut un travail, faites-le en prison. Ils ne le font pas. Récemment, en Pontoise, la BIA est là, puisque c'est elle qui m'a mis en contact avec ces personnes de Pontoise. Et Malek, notre ami de Pontoise, me racontait, il dit, j'ai assisté à une réunion avec le responsable de la prison et tous les... Il pleurait en fait, il disait, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, et Malek m'a appelé, il m'a dit, tu sais, on leur envoie des petits psychologues formés à la notion de sujet, lacanien, etc. Et en fait, ils les retournent, c'est eux qui ont le dessus, au final, parce qu'ils n'ont aucun outil véritablement culturel, interculturel, théologique, tout ce qu'on veut. Voilà. Ils font de la psychologie à la petite semaine, et ça ne marche pas. Donc je disais, il faut faire ce travail-là. Et il y a un autre lieu, il faut faire le travail contre la radicalisation, et c'est le travail le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, c'est dans les écoles en fait, avant l'adolescence. Avant l'adolescence, les symptômes sont à ciel ouvert, et donc on peut mettre un sens dessus très très vite. Au bout d'une ou deux consultations, ça y est, j'ai compris. Voilà, un petit griot, un petit enfant de caste griot, Bombara. Il était très studieux, il a depuis 6 mois, il n'étudie plus, on ne comprend pas, il est violent vis-à-vis du maître, etc. Donc on fait le travail, et puis il se trouve que 7 mois auparavant, il a perdu son père. Et en fait, cet enfant devait être intronisé en tant que griot parce qu'il a reçu, il avait 9 ans, il a reçu toute une partie de son héritage. Et donc le fait qu'il n'ait pas cet enracinement, l'école pour lui, elle allait infirmer son être. Elle allait disséquer son noyau. Je dis ça comme ça dans l'après-coup, c'est pas comme ça que je pense consciemment, mais en tous les cas, l'effet c'est ça. Donc j'ai demandé, la mère étant esselée, j'ai dit il faut introniser cet enfant, lui donner sa place. Sitôt que ça a été fait, terminé, il a repris ses études, je sais d'où je viens, je sais où je vais. Un autre petit enfant soniqué, pareil, il est récalcitrant comme disent les profs, les instituteurs. Et je dis depuis combien de temps? Ben, depuis 4 mois, parce qu'il s'est passé avant, il y a 5 mois. C'était un jumeau qui s'appelle Lansana. Alassane, Lansana, c'est des noms de jumeaux chez les Sonikiers. On ne sépare pas les jumeaux chez les Sonikiers. On les a séparés. Donc, est-ce que je ne vais pas dire maintenant, il faut à nouveau les remettre? C'est pas ça. Je dis juste aux parents, est-ce que vous connaissez les rituels à faire pour les jumeaux? Le père étant jeune, je ne sais pas, même mon oncle, il connaît, il a des jumeaux, il a appelé son oncle. Il fait les rituels à la maison pour laisser les jumeaux ensemble, et après ils peuvent se déployer. Une fois qu'il a fait ça, les jumeaux ont repris le travail. Ça vous paraît un peu simpliste et miraculeux, mais en réalité on fait le travail aussi, psychique, le lien avec les parents, etc. Mais en fait, voilà le travail à faire contre la radicalisation, dont je n'ai pas encore parlé, à peine à travers le clivage, c'est de le faire avant l'adolescence. Et si c'est après, le faire là où les gens sont arrêtés, là ils sont contraints, logiquement, de s'arrêter et de faire ce travail. Donc depuis quelques mois, on m'a demandé de travailler avec des familles à la fois franco-françaises, donc là c'est un autre monde, et des familles maghrébines, tchétchènes, d'autres. Donc là en fait c'est sous le sceau à la fois de la confidentialité d'un thérapeute, mais aussi du secret de... Donc je peux pas... Je vais vous dire juste quelques éléments importants. Quand il s'agit de familles françaises, en fait, ce que j'ai remarqué, les grandes lignes, en fait, c'est des femmes esselées, seules, et donc l'absence de la figure du père. Parti, avant, la figure du père complètement fantomatique ou morcelée, et j'imagine comme une mère sur une barque avec son fils. Elle a un seul fils unique, il part comme ça, il se chamaille, c'est comme 2 enfants. Alors comment faire grandir la mère maintenant pour qu'elle devienne une mère? Comment faire grandir cet enfant pour qu'il y ait la figure tierce d'un père possible?
C'est ça que je fais avec eux. Des fois, c'est des familles qui appartiennent à des couples issus de couples mixtes, culturellement et religieusement mixtes. Vous le savez ici, celles qui ont défrayé la chronique, parfois, ils appartenaient, il y avait une qui avait défrayé la chronique. Et renseignements pris à travers les journaux, j'ai su que son père était un juif, du Maroc d'ailleurs, militant, et sa mère est une kabyle, convertie au christianisme. Qu'est-ce qui a été... c'est des jumelles, je crois, en plus, c'est deux sœurs, en fait, vous vous rappelez, dans un collège. Et du jour au lendemain, de pied en cap, elle trouve un autre chemin autre. La difficulté, c'est l'identification, justement, à cette figure du père, pour les... je reviens en migrant. Donc, je disais, il ne dispose pas de l'autorité qu'il a dans son monde à lui. Et comment s'identifier à une figure du père comme ça, fantomatique, avec l'idée que cet enfant a reçu des injonctions permanentes, paradoxales, rester africain et devenir français. Ça veut dire, si je réussis, je passe de l'autre côté, hein, je deviens, je ne sais pas qui. Vous connaissez les gens célèbres, ils sont partis de l'autre côté. À un moment donné, avec Jospin, on disait, il faut qu'on mette les images de ceux qui sont célèbres, qui ont réussi leur vie. Mais ceux qui ont réussi, ils sont de l'autre côté. Ils sont hors d'atteinte. Et donc, si je réussis, je deviens un autre. Alors, je préfère rester dans mon quartier, tranquille, et ressembler un peu à mon père, rester dans mon quartier. J'ai un médecin, un radiologue en consultation. Il disait que quand il allait dans son quartier, c'est ses frères eux-mêmes et ses copains qui le rejettent. Il dit, vas-y, toi, t'es médecin. Ça n'a rien à voir avec nous. Double solitude. Il me racontait son itinéraire. En fait, c'était un enfant de harki, donc fantasmé par sa mère comme le sauveur, etc. C'est ce qu'il a fait. Donc, il est devenu robotisé. On y va. Je meurs ou j'accède à l'autre monde. Je franchis le Rubicon de l'autre côté. Donc, il me décrit comment il mettait tous ces textes comme ça sur un fil, comme Catébestine. Il apprenait. Et une fois il a passé son doctorat, lui, Betty, bon, il est arrivé, mais c'est risque et péril. Hein. Il passe son doctorat, il le donne à sa mère, et c'est la bim, la chute. C'est comme ça que j'avais formé sa femme. Il dit, il y a peut-être quelqu'un qui peut. En fait, il avait fait plusieurs psys. Ça ne marchait pas. Quand il est arrivé dans le cabinet, on a fait l'entretien, il m'a dit, vous m'avez vu. Parce que son truc, c'est de voir. Il est radiologue aussi. Mais voir à l'intérieur. C'est pas écouter, c'est voir. Parce que là, dans la thérapie traditionnelle, il s'agit de voir, pas d'écouter. Donc, il m'a dit, vous m'avez vu. Et je dis, je vous ai vu, mais vous aussi, c'était pas facile. Vous avez tout un bavardage, un charabia, je sais pas comment dire, une tchatch comme ça. Il m'a dit, c'est vrai, j'ai une tchatch spécialisée pour les médecins, pour la concierge, pour ma femme, je suis jamais moi-même. Et je dis, bon, on va reprendre les mots de votre enfance, les mots d'une région arabophone. Donc, il a commencé à prononcer des mots en arabe et l'émotion est venue avec. Parce qu'il ne faut pas oublier que la langue française est une langue instrumentale, abstraite, elle est très bien pour disséquer, pour polémiquer, pour se disputer, pour avancer aussi dans la science, mais pas très bonne pour l'inconscient. Parce qu'elle manque d'ambiguïté, elle manque de métaphores, elle manque d'images, elle manque... Et puis les cisailles, vous voyez un kabyle, dès qu'il commence à parler en français, comme voilà, vous voyez, impitoyable. Alors que si c'était un kabyle, si je parlais en kabyle, je dirais, comme dirait Hassan, Ishouvaïd, il me semble que... Voilà, donc c'est pour cela que la traduction est nécessaire. Et la traduction est un travail thérapeutique, passer d'un monde à l'autre. Hein? Quand vous dites nostalgie, ça veut dire l'algie, la douleur du non-retour. C'est un diagnostic qui a été fourni par un gardien, par un médecin qui travaillait avec les gardiens suisses du Vatican. Comme des Kabyles, à un moment donné, ils ont eu la nostalgie de leur montagne. Ils ont déclenché une maladie qu'il a appelée la nostalgie, qui est entrée dans le langage littéraire. Mais à l'origine, c'est un diagnostic. Et si vous dites Wahshon Darija, ça veut dire quelque chose d'autre.
Ça veut dire qu'à force de rester seul, je suis devenu un wahsh, un monstre. Il est différent de uns, insan, uns. Je suis devenu un monstre à force de rester seul, de manger seul, etc. Donc quand je rentre dans une famille, d'abord la première prescription, je leur prescris de manger déjà ensemble. Et des fois, je mange avec eux. Une fois que je risque de ne pas être envoûté, empoisonné, etc. Si le travail n'est pas encore bien fait, je risque d'avoir des nausées et tout ça. Donc il faut que le travail soit assez avancé pour que ce soit digeste. Parce que des fois, ils veulent m'inviter prématurément. Et je dis non. Wallah, dès que le problème se régler, on va manger ensemble, etc. Il ne faut jamais manger prématurément ou boire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Les Marocains, ils connaissent bien ça. Le thé, ils le préparent devant vous pour dire qu'ils n'ont rien mis dedans. Ils sont intelligents. Voilà. La circoncision va tomber. Il sait que je suis déjà circoncisé. Ça ne pose aucun problème. Voilà. Peut-être c'est l'idée d'Ahmed, c'est de... Vous allez me poser des questions, on va continuer sous cette forme. C'est la forme des questions. Donc revenez maintenant que je vous ai décrit plutôt le dispositif. Maintenant, on va entrer dans la radicalisation, si vous voulez, via des questions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Ahmed Salmi. Je crois que c'est une approche qui est à la fois scientifique et empirique. Et ça nous change, si je puis dire, des soi-disant anthropologues qu'on voit sur les plateaux de télévision, qui parlent de déradicalisation à travers le prisme du sensationnel. Donc, c'est un peu ça, je pense. Donc, Ahmed, il m'a aidé hier parce qu'il m'a téléphoné. Alors, j'étais en train de me reposer. Moi aussi. J'étais avec Medjin, il m'a appelé, il m'a dit voilà, qu'est-ce que tu vas raconter, tout ça, parce qu'il faut faire attention, on n'a que des athées, des gens qui boivent du thé, des gens qui boivent du café. Donc, du coup, il m'a aidé à élaborer un peu. Voilà. Oui, je voulais dire par rapport à... J'avais pensé à ces questions dont on avait parlé des médias, c'est qu'ils mélangent tous les niveaux. Tout le problème, c'est dans les articulations. Et la France, elle est malade au niveau des articulations. Elle est malade au niveau des articulations. En Afrique du Nord, quand on est malade autour des articulations, c'est un démon, c'est un djinn. Si vous avez mal aux articulations avec des fourmillements, des nausées, avec une température inversée, les pieds froids et le front chaud, ce qui arrive souvent aux femmes, ils ne sont pas pour autant possédés. Si c'est qu'un seul symptôme, si vous avez les 3 ou 4 symptômes, c'est un djinn. Or, la France est habitée par les djinns. C'est pour ça qu'on n'invite pas dans les médias. Vous imaginez leur parler comme ça? C'est impossible. Ils ont raison, en fait. Alors, les questions, il y a des questions à l'adresse de M. Ahmed Salmi. Puisque personne ne pose. Moi j'ai des questions à poser, mais je préfère que la salle. S'il vous plaît. Des interventions très intéressantes. J'ai une toute petite question qui est simple, c'est qu'au faire. Parce que quand on parle de la radicalisation, c'est un élément culturel. Ce n'est pas propre à la France, ce n'est pas propre à l'Afrique du Nord. C'est-à-dire c'est quelque chose qui touche l'Asie centrale, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et des communautés soi-disant musulmanes en Afrique. Qu'au faire? Parce qu'il me semble que le défi est immense. Tellement. Donc, que faire au niveau de la théologie, au niveau de la géopolitique, au niveau de la sociologie, au niveau... Ça, c'est des niveaux dont on peut parler, dont je ne suis pas spécialiste, mais que je connais. Donc, il y a un niveau que Betty a abordé. Maintenant, je vous dis, au niveau de la thérapie, c'est ça qu'il faut faire. C'est des groupes de parole pour réactiver la culture traditionnelle. Elle est perdue chez les... Donc, quand les enfants sont totalement à l'adolescence, ils doivent s'affilier, parce que c'est là où ils sont susceptibles de fonder une famille. Hein. Ils sont mûrs, effectivement. Et voilà. C'est là qu'il faut intervenir pour favoriser la transmission et la médiation entre les mondes. Parce que c'est ça, le titre, c'était la médiation entre les mondes. Il y a une guerre de titans je parle des migrants d'abord, hein. Ils ont une guerre de titans à l'intérieur d'eux, à l'insu de tous.
Une fille peut se poser, une migrante des banlieues, à l'adolescence, peut se poser la question, à qui appartient mon corps, à qui appartient ma sexualité, à qui appartient mon être. Si elle n'arrive pas, elle ne se pose pas la question de manière abstraite, philosophique, comme je le fais. Elle le pose à travers des actes. Elle va devenir, elle va mettre le voile, elle va devenir anorexique, elle va devenir boulimique. Dans tous les cas, c'est des problèmes, elle va les résoudre. Elle va choisir des symptômes, l'alcool, parce qu'il y a une circulation, drogue, argent, alcool, intégré. Tout ça, on passe d'un monde à l'autre, à ce niveau-là. Hein. Donc, à un moment donné, elle va, si elle traverse une crise comme ça, elle risque, elle peut être happée par la prédication, Internet, etc. Parce que surtout chez eux, quand il y a déjà une atmosphère incestuelle dans la famille, un manque de loi, un manque de la figure du père, au sens psy, etc., elle peut chercher la pureté de manière cruelle. J'ai écrit un petit article là, sur Facebook autour d'une situation, justement, où la personne était dans la recherche de la perfection à mort. Un bon Indien est un Indien mort. Donc elle s'est purifiée parce qu'elle a vécu de la violence et pas de l'incestueux, mais de l'incestuel dans la famille, avec une violence exercée sur elle par le père, depuis la toute petite enfance, qu'elle n'a jamais divulguée, dévoilée à personne. Donc, pour répondre à la question des groupes de parole, après je peux vous dire comment ces groupes de parole, parce qu'il y a des techniques, etc. Il ne suffit pas d'être ensemble et de parler, c'est pas ça un groupe de parole. Il y a des techniques, il y a des façons de faire. Prendre les symptômes qui se déclarent avant l'adolescence, c'est ça la prévention. Et après l'adolescence, quand on a affaire à la justice, à la loi, au lieu d'isoler les gens, de faire des psychologies individuelles, chercher des poux dans la tête des enfants, et faire des signes, que sais-je, ça ne sert à rien. Il faut, à un moment donné, faire des thérapies familiales. Mais des thérapies familiales où on va réactiver la transmission, mais aussi les traumatismes transgénérationnels. Et toutes les failles des traumatismes transgénérationnels. Quand quelqu'un est dans une recherche de métamorphose, ça peut être aussi une façon de se dupliquer. C'est-à-dire, il n'a pas d'ancêtre, il n'a pas de parents, il va chercher des figures archétypales qui sont le prophète, les compagnons purs, idéal, et mourir dans une terre pure, idéale. C'est une recherche cruelle de la pureté, du dépouillement, dans la solitude, ou avec un mécanisme psychologique qui s'appelle l'incorporation. C'est-à-dire, au lieu que ce soit l'introjection des figures parentales, il va incorporer, c'est-à-dire il va mettre à l'intérieur de lui de force des figures, quitte à mourir avec. Alors, si vous permettez, donc il y a des questions, parce que je voulais... voilà, si vous permettez, Ahmed Sami, si on regarde les actualités, il y a des questions qui reviennent chez le commun des mortels, qui voient que les salafistes ou les intégristes qui commettent des attentats sont passés, bien sûr, par cette phase de délinquance, et après par cette phase d'islamisation. Bien. D'une manière pragmatique, comment se passe, si je peux me permettre, la déradicalisation? Est-ce une désislamisation, si tant est que ces jeunes, donc, ont été islamisés d'une manière radicale ou d'une manière, je dirais, traditionnelle? Et ils ont vécu dans un monde musulman qui n'était pas radical, qui était radicel autour des racines. Et en fait, la radicalité, c'est la recherche de la pureté, comme le nazisme, comme n'importe quelle idéologie fasciste. Donc évidemment, là, ils vont chercher les versets les plus violents, ils vont les interpréter de la manière la plus clivée, la plus dichotomique, la plus brutale, parce que le même verset peut donner des saints ou des assassins. Tout dépend du travail, à la fois du groupe, de ce qu'il projette sur le texte. Évidemment, le texte aussi, en soi, fabrique un monde. La psychologie du juif, la psychologie du chrétien, la psychologie du musulman sont différentes. À partir du même fond, il y a à chaque fois une version différente. Mais quand arrive la violence, à ce moment-là, le texte est interprété de manière... je veux dire les ancêtres, mais j'ai vu mes ancêtres, j'ai vu mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils n'ont pas vécu. Moi-même, j'ai vécu dans cet islam.
qu'avant l'indépendance, qui était presque une projection du paradis. Après l'indépendance, il y avait la fraternité musulmane, le paradis. Je l'ai vécu réellement, dans l'enchantement. Et aujourd'hui, c'est un autre monde, c'est un islam totalement idéologique. Ça ne veut pas dire qu'au niveau de la théologie, il n'y a pas un travail à faire. Et il y a tout un travail à faire. Il y a toute une... alors ça, c'est charge aux théologiens, aux islamologues, et aux chercheurs à faire ce travail-là. Alors, vas-y, une question. Je le micro. Excusez-moi d'abord. La plupart des terroristes qui se sont fait exploser ces derniers temps sont d'origine berbérophone. La plupart, à 99 presque %. Et on ne le dit pas. On ne le dit pas. Ah. Et comment est-ce que ça rentre en ligne de compte d'être amazighophone? J'ai bien dit amazighophone, ils parlent, c'est pas des arabophones ni de... Voilà. Alors, j'ai pas eu encore l'occasion de recevoir des berbérophones. J'ai reçu des Français, des arabophones, mais c'est vrai que j'ai vu par exemple le cas de fameux Molenbeek, c'est ça? Molenbeek, oui. Molenbeek, c'était... Ah bah, celui qui c'est vrai qu'il y a tous les noms, exactement. Qui est du SUS et qui avait absolument. Et une bonne partie d'entre eux, c'est des Riffins. Des Riffins, ils sont partis avec l'acquiescement et l'encouragement du roi pour justement désertifier, désamorcer, etc. Donc ils ont vécu déjà ce... Mais cette histoire-là étant tue, il y a des personnes qui règlent des comptes. Le traumatisme ancien, c'est comme si on a perdu de vue l'ennemi. Et on se détourne, comme les enfants par exemple, ils ne savent plus comment s'identifier du côté maternel, du côté paternel, du côté français, eh ben, ils choisissent d'aller ailleurs, à la Mecque, d'aller je ne sais pas où. Eh ben, c'est pareil, c'est ce qu'ils font. Mais il y a des traumatismes en rapport avec l'histoire des Berbères, qui n'ont jamais été travaillés, qui ne sont pas évoqués au niveau justement de ce travail de groupe de parole. C'est ça qu'il faudrait faire. L'histoire, ces jeunes-là ne connaissent pas leur histoire, ne connaissent pas d'où ils viennent, ne connaissent pas leur monde, ne connaissent pas. Et donc ils sont victimes du même mécanisme de je vais mettre à l'intérieur de moi de la pureté. Parce qu'en plus, la culture de leurs parents est disqualifiée. Aussi bien par le monde occidental que par le monde arabo-dit musulman. Arabo-musulman. Disqualifiée des deux côtés. Elle est disqualifiée des deux côtés. Et c'est une culture orale. Et là où les choses échappent à tout le monde, c'est qu'on est passé d'une culture orale à une culture écrite. Et la culture écrite, elle peut mener vers l'intégrisme. Pourquoi? Parce qu'elle est quasi scientifique. Les jeunes lisent les manuels. Le Coran, ils le lisent comme un manuel scolaire. Ils connaissent la géographie, ils connaissent les maths, ils connaissent l'algèbre, ils connaissent... Bon, ce mot-là veut dire ça. Donc, ni métaphore, ni niveau d'interprétation, ni contextualisation, ni rien du tout. Ils le lisent. Et en plus, ils sont encouragés par les prédicateurs. Ils disent, parce que c'est aussi disqualifié par les prédicateurs, vos parents ne connaissent rien. Et le problème des groupes de parole, c'est ça. C'est comment extraire ces pensées traditionnelles, montrer toute la richesse, comme on l'a fait avec les femmes soniquées. Elles aussi, elles commençaient à laisser, bon, nous c'est un pot de terre contre un pot de fer, c'est pas un soniqué face à une civilisation occidentale puissante, rien. Et puis elles ont vu l'inverse, et même plus que ça, les franco-français qui commençaient à percevoir le monde des soniqués comme une richesse. À tel point qu'une fille avait dit, mais Christophe, on est le témoin, c'est ça lors de l'évaluation, qui était un agent de développement dans le groupe. Elle a travaillé avec moi. Elle a dit, c'est grâce à ces femmes que je suis parvenu à devenir mère. Je ne savais pas ce que c'est qu'une femme, ce que c'est qu'une mère. Donc ce travail-là est à faire. Et donc pour répondre à votre question, la disqualification de la culture orale, qu'elle soit berbérophone et même dalijaphone. Parce que le plus dur, c'est qu'aujourd'hui, l'élite berbère se rend compte de la valeur de la culture orale, mais pas l'élite des dalijaphones. Eux, ils se cherchent. C'est eux qui ont tracé déjà la voie de la radicalisation en cherchant dans l'écrit. Et la France, elle adore l'écrit.
Elle obtient des cris. Alors, madame, la consoeur, madame journaliste. Merci Ensuite, ma question, c'est, on entend souvent le mot déradicalisation comme un son de cloche. On parle beaucoup de la déradicalisation dans les médias, en France notamment, on évoque la création future, dans un futur proche, de centres de déradicalisation. Vous en pensez, est-ce qu'il y a une réelle, est-ce qu'en France, il y a une réelle politique de déradicalisation? Et est-ce qu'on privilégie aussi, s'il y en a une, cette approche ethnopsychiatrique dont vous faites l'éloge? Bon, là, je vais reprendre peut-être des propos de Betty. S'il y avait, enfin, je m'en inspire un peu. S'il y avait une véritable politique de déradicalisation, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, s'il y avait une véritable, on l'aurait vu déjà au niveau géopolitique. On aurait vu la rupture avec le Qatar, la rupture avec tous ces manuels qui circulent, on l'aurait vu. S'ils font ça, parce que moi, je ne peux pas être instrumentalisé. C'est-à-dire au niveau géopolitique, ils font un peu comme en Algérie. En Algérie, bon, si tu es intégriste, tu n'as pas des armes, c'est pas grave. Tu passes à la télé, tu écris des livres, tu fais des fatwas comme tu veux. Mais il ne faut pas prendre les armes, c'est tout. Voilà. Et à un moment donné, une fois, ils ont fait passer à la télé le fameux Saadi avec un imam passif. Une fois. S'ils voulaient faire un vrai travail, ils auraient fait une vraie confrontation, à chaque fois, et dans toutes les langues, pas uniquement en langue arabe, en berbère, en français. Ils ne l'ont pas fait. Ce qui les dérange, c'est les bombes, c'est ce qui les dérange, c'est la prise de pouvoir et les armes. Donc en France, on dirait, ils veulent obtenir à moindre frais une déradicalisation sans faire le travail au préalable, comme ce que devrait faire l'Algérie, c'est-à-dire le travail justice et vérité, comme la tentative qui a été faite au Maroc, concernant les 200 000 morts, plus les 127, 128 morts au Kabylie, etc. Ça commence par ça. S'il n'y a pas ce travail, il y aura un traumatisme cumulatif et qui va surgir sous d'autres formes. On prend deux questions, madame et monsieur. Ensuite, on doit rendre la salle, malheureusement. 18h. On va la rendre à qui? Bouge pas la salle. Après. Il faut rendre la salle. Les clés de la salle. Bonjour, merci beaucoup. Moi, de droit. je travaille sur le cinéma comme un lieu sur le cinéma algérien contemporain comme lieu de résistance au nationalisme et à l'islamisme en Algérie. Et je vous remercie beaucoup pour votre témoignage, j'ai trouvé très intéressant par ailleurs. Moi, je me demandais si vous receviez beaucoup comme patients adultes des femmes, berbères notamment, ou algériennes. Et ensuite, deuxième question liée, je me demandais comment vous conjuguiez le travail thérapeutique sur le retour aux sources, les racines, la question du passé, etc., avec les limites, donc le patriarcat, les injustices, la question de la place, le frère aîné, etc. Donc peut-être pour faire le lien avec la première intervention. Il faut distinguer, merci pour votre question, distinguer deux choses. La culture telle qu'elle fonctionne dans son milieu naturel de manière la plus optimum, avec toutes ses richesses et sa créativité interne endogène. Ces cultures ne fonctionnent plus de cette façon-là, elles sont effractées, abîmées, etc. Mais on peut dire un système de parenté, il est comme ça, un système d'initiation, il est comme ça à l'origine, et voir comment il est transformé dans la migration. Parce que c'est tout un équilibre. C'est là où je veille sur l'homéostasie de... Donc il y a déjà ça, les dysfonctionnements d'une culture qui fonctionnait d'une certaine façon dans le pays d'origine. Quand je dis d'origine, ça peut être les Soninké, les Arméniens, etc. Et comment la transplantation induit des choses, des dysfonctionnements structurels. C'est-à-dire que la famille le veuille ou pas, c'est même pas lié à leur propre inconscient ou conscient. Ensuite, évidemment, les transactions qui se passent dans cette famille. Il y a de la violence, il y a beaucoup de violence. Les climats incestuels, parce que quand une famille est transplantée, elle a tendance évidemment à préserver un ordre, elle s'enquiste, elle n'a pas cet échange avec le milieu, avec l'environnement. Donc du coup, elle s'enquiste, elle essaie de se préserver, et l'ethnie elle-même devient une famille. Quand vous dites nous les Kabyles, si vous êtes en Kabylie, vous dites pas nous les Kabyles, sauf si vous tenez un discours politique. Vous dites nous les Ahmad, pardon.
Et c'est pour être faire passer des trucs. Planétairement. Non, c'est pour brouiller un peu le message. C'est une question difficile, donc des fois, passer à travers. En plus, Betty est là, on ne sait jamais. Ah bah oui, aux aguets, c'est comment ça valoriser le patriarcat, tout ça, c'est la guerre en fait. Donc je disais, il y a le dysfonctionnement entre la culture d'origine et les transformations induites par la transplantation, et là j'ai sérié tous les dysfonctionnements, parce que chaque culture a ses propres dysfonctionnements. Ce n'est pas des dysfonctionnements universels. Un système matrilinéaire, et quand il est transplanté aussi, ici ça donne beaucoup de prostitution. Vous allez me dire pourquoi, c'est un autre débat. Mais ici en fait, si vous voulez dire, la faille la plus grande en fait pour la culture nord-africaine, c'est la figure du père qui est abîmée ici. Parce qu'en fait, le père, son autorité est renforcée par sa propre mère, s'il n'y a pas une famille élargie, où il y a une homéostasie, et puis aussi le rôle de la belle-mère. La belle-mère qui est décriée, rejetée, etc., mais qui joue un rôle très important pour empêcher les relations fusionnelles dans le couple. Donc vous imaginez, on ne connaît pas les femmes, on ne sait pas, vous vous retrouvez à deux, vous regardez, vous venez regarder la télé. Qu'est-ce que je vais lui dire? La pauvre, elle est dans la solitude, toi tu es dans la solitude, mais tu es habitué à parler au groupe des hommes, au groupe des femmes, à être porté. L'amour aussi, on trouve l'amour auprès de la grand-mère, auprès de la cousine, auprès de la sœur, et là, comme ici d'ailleurs, le couple, toutes les projections sont dirigées sur l'autre, et il n'y a pas de belle-mère. Alors, dès que la belle-mère part, c'est ça que j'ai constaté. Il y a quelqu'un parce que la belle-mère, elle gère les conflits. Donc, du coup, ça empêche le couple de se hurler dessus, de se taper. Donc, c'est les deux familles, en fait, qui gèrent le conflit. Dès que la belle-mère disparaît, il y a un enfant qui se dévoue pour créer le conflit autour de lui, comme ça, le couple est tranquille. On va dire, c'est ça le problème, voilà. Bon, j'ai essayé de répondre un peu à la va-vite. Hein. Alors, une dernière question, devant. Monsieur Iresh. Petit ouvert. Tiens, moi aussi c'est pour être discret. C'est pour être discret, c'est passer des messages. Il est ouvert déjà. Pardon. Ouais. Je sais pas. En fait, tu as répondu déjà en partie à la question que je voulais poser depuis tout à l'heure. Mais comme disait un philosophe français dont j'ai oublié le nom, il disait « Quand je suis seul, je me rends compte que je suis mal accompagné ». Donc c'est un petit peu ce que tu as essayé de décrire quand l'ouache, qui se dit en darja, en berbère aussi, en tamazight, quand on est seul. Parce que, On va terminer comme ça. Donc, tu disais qu'on n'a plus justement les enveloppes de nos ancêtres et on se retrouve effectivement épluché. On n'a plus comme un oignon. Voilà. Et en fait, ça se fait à tous les niveaux. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que tu as décrit. Ça se fait aussi au niveau linguistique. Madame Najib Vallaud-Belkacem vient de prendre une décision de mettre l'arabe pour les Nord-Africains. Bon, c'est toujours... évidemment, il faut aussi l'arabe, mais qui est l'arabe. Et en plus, pour les petits rifins, les petits kabyles, Chilhayen, etc., bon, c'est leur enlever aussi leur enveloppe et leur mettre une enveloppe qui n'est pas la leur. Donc c'est la voie vers la radicalisation. Voilà, tout à fait. Alors, la question que je te poserai, et que j'ai posée il y a quelque temps à Gilles Kepel, et qui m'a répondu de façon très froide, et qui m'a dit qu'il ne connaissait pas, c'est pour ça qu'il n'en parlait pas, c'est tout simplement l'islam de nos ancêtres que tu as effleuré. Quand on voit comment nos ancêtres ont opposé la zawiya à la médersa, le mausolée à la mosquée, le marabout à l'imam,
le cimetière, le hajj au cimetière, au hajj à la Mecque, l'oralité à l'écrit. Je peux multiplier beaucoup. Alors, aujourd'hui, la France, elle propose quoi? Elle propose le premier islam, c'est-à-dire l'islam dogmatique, officiel, etc., et disqualifie évidemment celui de nos ancêtres. Là, dans cet arrondissement-là, le 20e, la mère, qui est une femme extraordinaire, très ouverte, m'a appelé une fois en me disant si notre association pouvait aider à la construction d'une mosquée dans le 20e, parce qu'il y a des musulmans, etc. Et donc, c'était évidemment une bonne intention. Alors, je lui ai parlé justement de cette ligne de démarcation entre l'islam des mosquées, l'islam des mausolées, l'islam des hommes, l'islam des femmes, parce que les rituels dans notre islam ancestral, c'est plus les femmes que les hommes, etc. Et je lui ai dit que j'étais tout à fait prêt à militer pour la construction d'un mausolée, mais pas pour une mosquée. Or, à aucun moment, et un homme politique, un journaliste, etc., un scientifique ne parle de cet islam. Qu'est-ce que nous pouvons faire, Hamid, pour montrer justement que, en partie, la radicalisation, c'est aussi de dire que finalement, l'islam ancestral est disqualifié au profit de l'islam saoudien et qatarien. Merci, Hassan. Hassan voudrait une autre conférence. On va la faire. Le jour où on va nous rendre la salle, on fera une conférence justement parce que c'est une question à partager, à élaborer entre nous pour avoir des vraies réponses. Parce que ce qui est occulté, c'est exactement ça. C'est l'oralité et l'islam des ancêtres. Ils n'ont aucune idée parce qu'ils sont dans la culture de l'écrit, ils sont toujours fascinés par la culture savante. Et pourtant, leurs ethnologues, leurs sociologues ont étudié, les anciens, ils ont étudié tout ce, parce qu'ils savent que la résistance venait de là. Est-ce qu'on ne peut pas supposer que justement c'est ça qui les gêne et qu'ils veulent nous dissoudre parce qu'ils sont dans l'universalité à eux, et donc ils sympathisent avec une autre universalité. Ce qui les dérange, c'est, comme ils disent eux, parce que c'est pas un mot que j'emploie, parce que Sakina est là à longtemps, le particularisme. Moi, je ne parle pas de particularisme, moi je parle de monde, de vrai monde, de culture. Donc pour eux, c'est le particularisme. Donc ils sympathisent, c'est l'universel qui sympathise avec un autre universel, sachant aussi, probablement qu'à terme, l'universel de l'un va se dissoudre dans l'universel de l'autre. Peut-être, parce que ça, on est dans des trucs de l'inconscient collectif. Parce que Hassan, il pose la question, il dit, mais comment ça se fait? Lui-même, il n'en revient pas. Avec tous les travaux, avec toute la présence berbère massive ici, avec les colloques qu'il y a eu, avec le travail que nous faisons, il n'y a pas encore eu l'émergence de cette idée-là. Mais peut-être qu'elle n'est pas soutenue par beaucoup de monde aussi. Parce que beaucoup de berbères se rangent. L'argent, vous faites définir, je m'excuse de couper la parole, Oui. C'est le fric qui fait bouger les gens, c'est le pouvoir. Donc nous, on n'a pas d'argent, on n'a pas de pouvoir. Oui, mais cette idée, on ne l'évoque même pas. Hassan est témoin. On est des militants avec Hassan. On est des militants. Nous aussi, des fois, je cache mon étiquette de psy, je milite avec Hassan quand il m'appelle. On a fait des conférences sur des penseurs, sur des chanteurs, Hassan. J'ai enseigné l'histoire de l'Afrique du Nord grâce à lui, à l'Université de Paris 8 en 1980. Cette idée, je l'évoque avec Hassan, enfin on l'évoque depuis très longtemps, mais la réalité, Hassan, c'est qu'elle n'est pas partagée par... C'est bien que Pell dit, je ne sais pas. C'est pas mon tu vois, là, il s'arrête, oui. C'est pas mon nom. Non, mais entre nous déjà, dans la communauté kabyle, les habitants, eux, les gens, ils la partagent avec nous, si on l'évoque avec des femmes, des hommes, du cru. Mais l'élite, ou l'interface, elle n'est pas dans ce monde-là. Elle a fui vers un autre universel, je ne sais pas lequel. Merci beaucoup. Écoutez, je suis désolé, mais on prendra la discussion à l'extérieur.
On remercie nos invités, là, donc Madame Ibtissam Benelashkan, merci beaucoup d'avoir participé à cette rencontre. On remercie Sabrine Bozeriata, on espère qu'elle va se rétablir rapidement. Et bien entendu, Monsieur Hamid Salmi, d'avoir bien voulu se dégager de ses obligations et de venir se saluer à tous. Et merci à vous tous et toutes d'avoir répondu à cet appel. Merci.